Voilà, ça y est, je suis arrivée. Je crois que je suis en live. Alors, est-ce que vous me voyez maintenant? Est-ce que vous me voyez? Alors, je rafraîchis la page des entrepreneuses qui déchirent. Normalement, ah oui, super. Voilà. Est-ce que vous me voyez? C'est bon. Normalement, je dois être en direct. Juste écrivez-moi sur le côté du live, ça serait idéal si vous me disiez c'est OK. Et comme ça, je démarre. J'ai accepté le défi de Céline qui m'a demandé si je pouvais l'écrire, si je pouvais le lancer. Et j'ai dit oui. Est-ce que vous me voyez? Normalement, moi, je me vois dans le live inspirant. Est-ce que vous me voyez? Oui, on me voit et on m'entend. Génial, super. Bon, ben alors je démarre. Super, merci Élise, merci Mina. Et donc, merci à toutes celles qui sont présentes. Super, bienvenue donc dans ce live que je démarre illico. Donc, le sujet du jour, il va falloir là que je pense à tout et que je pense donc à mettre mon partage d'écran. Donc, mon partage d'écran, il est là. Voilà. Et donc, je vais démarrer tout de suite. Et n'hésitez pas à me poser des questions. De temps en temps, j'irai voir dans le site des entrepreneuses pour voir les questions. En tout cas, n'hésitez pas, ça sera beaucoup plus vivant que si je suis toute seule derrière mon écran. Donc, le sujet du jour, c'est la relation de couple. Et la question qui m'a été posée, c'est comment améliorer votre relation de couple et mieux vivre votre expérience d'entrepreneuse. Alors, j'ai découpé cette intervention comme cela. Donc, voilà le menu que je vous propose. Donc, je vais faire une petite présentation d'abord. Ensuite, je passerai à qu'est-ce que c'est que le couple, quels sont les enjeux de la relation de couple, qu'est-ce que c'est que communiquer dans le couple. Donc, on verra les biais, les limites, les enjeux. Et puis ensuite, on verra ce qu'est la communication relationnelle, la méthode ESPER, et comment on pourra l'utiliser pour apprendre à mieux communiquer dans le couple. Ensuite, la deuxième partie, c'était pour mieux avoir une meilleure expérience d'entrepreneuse. Donc moi, je suis partie de ce qu'était être entrepreneuse pour moi. Donc vous me direz, vous, si j'ai oublié des questions, et j'essaierai d'y répondre. Et donc ensuite, en quoi mieux communiquer peut nous aider à être une meilleure entrepreneuse. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite par me présenter. Je suis Anne Demanja et je suis thérapeute, psychopraticienne, coach de la relation et formatrice aussi en relations humaines et en communication relationnelle. Donc moi, mon terrain de jeu, mon action, c'est vraiment sur la relation que j'agis. Les personnes qui viennent me voir ont souvent des soucis relationnels, que ce soit des relations de couple, mais ça peut être aussi des relations parents-enfants ou des relations professionnelles, ou bien alors la relation à soi. Donc ça peut être la relation aux autres, mais la relation à soi. Donc relation à son passé, à son histoire et à soi dans le présent. Une petite parenthèse pour dire que jusqu'alors, je ne faisais que de l'individuel et du groupe dans le cadre de mes formations, de mes ateliers. Et puis, j'ai observé que depuis la fin de l'épisode Covid, depuis en gros 1 an et demi,
J'ai de plus en plus de demandes de couples qui viennent à mon cabinet. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas thérapeute de couple, mais que je propose à ces couples qui viennent me voir, je leur propose 3-4 séances pour faire le focus sur cette relation. On fait un état des lieux de la relation et puis je leur donne des outils. Je leur fais une mini formation en fait sur leur relation de couple et je leur apprends, enfin, je leur transmets des outils pour qu'ils se saisissent et qu'ils puissent apprendre eux-mêmes à mieux communiquer dans le couple. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais essayer de voir si vous avez des questions tout de suite. N'hésitez pas à participer parce que l'exercice du webinaire est un exercice assez particulier parce que je suis toute seule derrière mon écran, mais j'essaye. Alors, il y a un décalage entre les écrits et les questions de quelques minutes. Ok, Élise, je vais essayer d'en tenir compte. Alors déjà, je vois que je vais enlever cet écran, ce partage d'écran et mettre un partage d'écran qui soit beaucoup mieux. Voyons. Hop. Voilà, je vais faire le diaporama en plus grand. Voilà. Comme ça sera mieux. Donc, déjà, l'enjeu du couple, c'est qu'il y a, dans la relation de couple, il y a des forces. Il y a des forces qui sont en jeu tout le temps, dès le début, dès la rencontre, jusqu'à la fin. Il va y avoir sans arrêt des forces donc, qui vont être sans arrêt en balance. Donc, il y a des forces de cohésion et d'attachement d'un côté. Et puis, de l'autre côté, il va y avoir des forces de répulsion ou des forces de pouvoir en fait qui vont se mettre en jeu et que en fait le couple ça va être sans arrêt ça va être des balances entre ces forces de cohésion et d'attachement et ces forces de répulsion et de pouvoir qui vont essayer de s'équilibrer. Et ces forces-là en équilibre, eh bien ça va réveiller d'un côté et de l'autre les blessures de chacun. Et ça, ça va être un des points les plus importants pour que chacun se rende compte que parfois, eh bien, moi, adulte, je peux être en lien avec, non pas l'adulte qui est mon conjoint, mais je peux être en lien avec l'enfant ou l'ex-enfant qui est mon mari. Parfois, c'est mon mari qui peut être en lien avec l'ex-petite fille blessée qui est en moi. Et parfois, il n'y a aucun adulte dans la relation et on est face à face, deux ex-enfants, avec chacun nos blessures. Donc, le fait est que c'est comme ça, qu'il est indispensable et nécessaire de se retourner vers sa propre relation à soi pour aller visiter nos propres blessures mais que ça peut être encore comme ça pendant longtemps, même quand on y prête attention, et que le but va être d'en avoir conscience et de se dire à un moment donné, oups là, c'est plus l'adulte en moi qui suis en relation, mais c'est peut-être l'ex-petite fille, ou bien oups là, je crois avoir réveillé quelque chose chez mon conjoint qui est de l'ordre de la blessure, et peut-être que ce n'est plus l'adulte en lui que j'ai en face, mais l'ex-enfant. Donc voilà, le fait d'en prendre conscience peut être très indiquant, très formateur et beaucoup moins challengeant et va être beaucoup plus apaisant aussi de se dire ça. Alors, en plus de ces forces, eh bien, il va y avoir un autre double équilibre qui va être à respecter dans cette relation de couple. Alors, ce double équilibre, eh bien, c'est que il va y avoir notre intimité personnelle et notre intimité partagée qui vont être sans arrêt en balance. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'intimité personnelle et je n'ai pas forcément envie, à certains moments, de partager tout mon jardin intime et intérieur avec mon conjoint.
Et parfois, c'est l'inverse. J'ai plutôt envie de beaucoup de partage et de choses en commun. Et ça va être d'accepter que lui, par exemple, à ce moment-là, ben, il n'est pas là. Il est peut-être dans son intimité personnelle à ce moment-là. Et là encore, ça va être cet équilibre intimité personnelle et intimité partagée qu'il va être nécessaire d'accorder. Déjà, notre propre intimité personnelle et notre intimité partagée et l'accorder avec celle de mon conjoint en face. Donc en fait, on est nombreux dans cette relation. Et en plus, il y a un autre équilibre à respecter, c'est cette double fidélité, la fidélité à soi, à nos propres valeurs. Et ça va être très important dans notre vie d'entrepreneuse. Donc on le verra un petit peu plus tard. Et la fidélité à l'autre. Et c'est vrai que ça bouge constamment suivant l'âge du couple, suivant l'âge de la relation et suivant notre propre âge aussi individuel. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué, alors ça n'est que très personnel, hein, qu'en début de relation, j'étais très focus sur la fidélité à l'autre. J'étais euh, vraiment très fidèle à mon mari et c'était une valeur hyper importante pour moi. Et plus je vieillis et plus notre relation prend de l'âge et plus j'ai besoin de cette fidélité à moi-même. Peut-être qu'avant, j'en avais moins conscience aussi de cette fidélité à moi-même. Peut-être que maintenant, mes valeurs personnelles ont aussi un petit peu bougé depuis que je suis devenue entrepreneuse. Et donc, ça bouge. Et donc, ça fait bouger, là aussi, cet équilibre. Cet équilibre, fidélité à l'autre, fidélité à soi, est pour moi un des gros enjeux, et peut-être encore plus que l'intimité et les forces en présence. C'est un des gros enjeux de la relation de couple. Parce que, à mon sens, la fidélité à soi est très oubliée dans la relation de couple. Alors, pour des questions d'éducation, pour des questions sociétales, on a beaucoup parlé de la fidélité à l'autre et on a peu parlé de la fidélité à soi. On n'a pas été éduqués comme ça. Et là, j'ai envie de dire presque, nous, les femmes, nous avons été encore moins été éduquées avec cette fidélité à soi-même, à nos valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est pourtant très important, hein. Dans le lien à l'autre, la fidélité à soi va être très importante. Donc voilà, vous voyez que les enjeux du couple sont quand même très importants. Il y a donc ces forces en présence, cette intimité perso versus l'intimité partagée, cette fidélité à soi versus la fidélité à l'autre, qui vont toujours être en balance et en équilibre, parfois très instable, mais en tout cas, c'est toujours un équilibre en mouvement, hein. Ça ne veut pas dire que c'est un équilibre parfait. Ça, moi, je pars du principe que ça n'existe pas. De toute façon, dans la nature, l'équilibre parfait n'existe pas. Tout est toujours en mouvement. Le fait est que l'idéal est de le faire bouger constamment, que ce ne soit pas fortement déséquilibré. Alors, je vais essayer de revenir maintenant pour voir si vous voyez, si j'ai des questions. Je ne sais plus comment faire. Ah oui, voilà. J'aimerais bien revenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour vous là-dessus déjà? Alors, il faut que je rafraîchisse. Je suis désolée de ce décalage. Ok, non, pas de questions pour vous là-dessus, a priori. N'hésitez pas à réagir parce que c'est ça qui va faire que le webinaire sera vivant. Alors, le gros défi de la relation de couple, eh bien, ça va être, en plus de ces équilibres à trouver, ça va être de voir toute cette évolution dans la relation de couple. Alors, l'évolution, eh bien, on va passer au départ
d'une équation mathématique qui va être 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire, on passe au début, quand on est dans le couple version nouveau couple, nouvelle rencontre, donc relation de rencontre, on est dans la fusion. C'est-à-dire, ben, on ne fait qu'un, on voit les nouveaux couples. Enfin, moi, je l'observe beaucoup chez mes enfants qui démarrent leur vie à deux. Au début, dans la relation de rencontre, eh bien, ils ne se quittent jamais. Ils ne font qu'un et voilà, ils en sont là, en très fusionnel. Puis ensuite, il y a l'individuation, c'est-à-dire on va passer à cette équation 1 plus 1 égale 2. Et là, c'est moi plus moi, on fait deux. Hein, vraiment, on n'est pas une entité de couple, on est chacun avec notre individualité. Et ça, c'est un passage obligé aussi de retrouver notre individualité après être passé par la fusion. C'est aussi un passage très obligé, hein, donc voilà, et qui va être important, et on le verra après dans la relation. Je vous montrerai comment la communication relationnelle va être importante là-dessus. Et puis, on arrive à cette fameuse relation de couple. Et donc, on passe à l'équation, et c'est ça la partie créative du couple, c'est comment je vais passer du 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que dans une relation, eh bien, quelle qu'elle soit, mais dans la relation de couple, là en particulier, c'est d'autant plus fort, tout l'enjeu va être de passer donc du 1 plus 1 égale 1 à 1 plus 1 égale 2, à ce fameux moi, lui ou elle, et plus cette entité vivante qui est la relation de couple. Donc en fait, dans cette relation de couple, et c'est là que Jacques Salomé, puisque c'est lui l'inventeur de la communication relationnelle, a eu son génie, et j'y arrive tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère que vous voyez toujours, que c'est toujours bon pour vous. N'hésitez pas. Voilà. Alors oui, Élise qui dit, est-ce qu'on peut directement ou très rapidement passer à 1 plus 1 égale 3 en fonction de son âge et de son expérience? Oui, tout à fait. Chaque stade, vous voyez que je n'ai pas marqué de temps. Hein. Chaque couple et chaque stade est propre à chacun et à chaque relation de couple. Moi, j'observe que chez les couples jeunes, alors c'est vraiment une expérience d'observation, hein, ça n'est pas du tout, là, je ne le sors pas de bouquin, je ne le sors que de ma propre expérience d'observatrice, hein, de ce que je vois, c'est que plus les couples sont jeunes, enfin les individus sont jeunes, donc je le vois chez mes enfants qui sont des jeunes adultes, le 1 plus 1 égale 1 est souvent long. Et puis ensuite, ils se réveillent et ils se disent 1 plus 1 égale 2, finalement. Mais j'ai l'impression que plus on est âgé, plus on avance en âge, plus on a d'expérience, effectivement, on va passer rapidement au 1 plus 1 égale 2 et au 1 plus 1 égale 3. Voilà. J'imagine que tu as ta réponse, Élise. Mais c'est propre à chacun. Vraiment, il n'y a pas de règle. Et alors, ce 1 plus 1 égale 3, c'est ce que Jacques Salomé appelle la triangulation, et qui va être très différente, je marque, de la relation trépied, parce que ça, la relation trépied, c'est quelque chose qui s'observe très, très souvent. C'est-à-dire que souvent, au moment de la 1 plus 1 égale 2, les couples arrivent à avoir besoin d'un trépied, c'est-à-dire d'une activité parallèle, par exemple. Euh, alors, je dis n'importe quoi. Hein. Un exemple qui me vient en tête, c'est monsieur, par exemple, qui n'en peut plus de son couple et qui va chercher ailleurs, par exemple, le club vélo ou l'équipe de foot pour pouvoir supporter, entre guillemets, sa relation de couple. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est un trépied, quelque chose comme une canne, en fait, où ça l'aide à rester dans le couple. Donc ça n'est pas ça. Hein. Le 1 plus 1 égale 3, ce n'est pas la relation trépied, justement, parce que vous entendez bien que dans la relation trépied,
c'est vraiment parce que la relation de couple n'a pas pu être investie totalement que monsieur ou madame a besoin de quelque chose d'autre ailleurs pour pouvoir vivre mieux sa relation de couple. Je ne sais pas si je suis claire ou si ça vous éclaire un petit peu. Donc, voilà, j'avance un petit peu et là, je vais arriver, merci Élise, de tes émoticônes. Je vais arriver du coup à ce qu'est la communication relationnelle, ce qu'est la méthode ESPER, qui est son autre nom. Donc, c'est une méthode de communication qui a été fondée par Jacques Salomé, qui s'est basée bien sûr sur des théories psychologiques qu'il n'a pas inventées. Hein. Il s'est beaucoup basé sur Rogers, sur Jung et tant d'autres. Lui, il en a fait une méthode de communication, donc une pédagogie de la communication, parce qu'il est parti du constat qu'en fait, on savait parler, mais qu'on ne savait pas communiquer. Et donc, qu'il y avait un besoin urgent à créer quelque chose pour apprendre à communiquer dans les relations. Donc, lui, il a eu cette idée de génie qui a été de matérialiser la relation. Donc, il la matérialise par une écharpe. Donc, moi, j'ai pris ici un petit ruban parce qu'une écharpe, c'est trop grand pour l'écran. Mais quand je suis en formation en présentiel, j'utilise les écharpes. Donc, voilà un petit ruban qui matérialise la relation. Et ça, c'est important de la matérialiser parce qu'on peut la voir, du coup, et on peut bien en prendre conscience que c'est une entité vivante à part entière. Donc, quel est l'intérêt de la voir et de voir que c'est une entité vivante? Eh bien, on va pouvoir voir que c'est un double conduit avec circulation des messages qui viennent de moi et qui vont vers l'autre. Et je suis à 100% responsable ici à mon bout de relation de ce que j'envoie, de comment je l'envoie, de tous les messages verbaux et non verbaux, les postures, les mimiques, le ton. Et puis, je suis responsable à 100% donc, de ce que j'envoie, mais je ne suis pas du tout responsable au bout de la relation de comment l'autre va percevoir ces messages et va les recevoir, et également de ce qu'il va en faire. De même, à l'autre bout de la relation, l'autre est complètement responsable de ce qu'il envoie, mais n'est pas du tout responsable de ce que je vais faire à mon bout de relation, de ce qu'il envoie. Donc c'est ça qui est son idée de génie, de vraiment avoir matérialisé la relation, parce que ça permet de vraiment matérialiser cette fameuse relation et le fameux troisième individu dans la relation de couple. Et donc, on arrive à cette fameuse responsabilisation, et moi, c'est là-dedans que j'ai beaucoup eu du mal, et en même temps, c'est ça qui m'a énormément séduite dans cette communication relationnelle, c'est cette notion de responsabilisation à mon bout de relation. C'est-à-dire que je vais prendre la responsabilité à part entière de ce que je dis, de ce que je vais exprimer, de ce que je ressens et de ce que je vais faire à mon bout ici de relation. Donc, je prends la responsabilité de ce que je dis ou de ce que je ne dis pas, donc de mes silences, de ce que je vais exprimer ou de ce que je n'exprime pas, de ce que je ressens et de ce que je me refuse à ressentir ou à exprimer, et de ce que je fais ou à ce que je ne fais pas. Et ça, c'est vraiment très important de voir que dans une relation, il y a vraiment une co-construction à 50% donc de ça. Mais que je suis donc responsable à 100% de mon bout de relation. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important et ça va être le plus important. Et dans mon cas, alors que ce soit dans la relation de couple ou dans toute relation d'ailleurs, mais là, on est vraiment dans la relation de couple. Et moi, j'ai démarré dans la communication relationnelle il y a une bonne quinzaine d'années.
j'ai démarré parce que ma relation de couple ne me satisfaisait pas. Donc, j'ai vraiment voulu transformer cette relation de couple. Et cette responsabilisation, pour moi, a été ce qui m'a le plus séduite, mais ce qui m'a également le plus challengée. Parce que je trouvais que c'était très agréable de me dire, ah, ça y est, je reprends donc le bout de ma relation, mais en même temps, j'étais challengée parce que j'aimais bien finalement me sentir un peu victime. C'était bien lui qui m'avait dit ça. C'était bien sa faute si je me sentais comme ça. Et du coup, ça a été là aussi un double effet dans ma propre recherche de responsabilisation, de me dire, ah, c'est génial, j'ai mes responsabilités. Mais en même temps, de me dire, ah ben zut, j'ai ma responsabilité. Donc voilà, ça a été vraiment très challengeant. Et du coup, j'ai été obligée de quitter le mode infantilisant qui est assez confortable, je trouve, et que l'on voit beaucoup dans la société actuelle. Hein. Ce n'est pas notre faute, c'est souvent la faute de nos parents, de la société, de notre patron, de notre mari, si on ne grandit pas. Et en fait, là, cette méthode de communication, il n'y a pas de faute, en fait, puisque nous sommes tous co-auteurs de notre relation. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Donc, je reviens. Je fais ce petit va-et-vient. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que déjà là, vous avez des questions, des interrogations pour vous? Ah oui, Solène qui dit qu'elle voit bien la relation trépied. Je ne sais pas si toi, tu la vois chez d'autres relations ou si tu vis cette relation trépied. Sur la responsabilisation dans la relation, est-ce que c'est OK pour vous? Alors, deuxième constat de Jacques Salomé, eh bien, c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était que nous avons appris à parler, mais que nous n'apprenons pas à communiquer. Et donc, lui, il dit qu'il a observé que nous avons tous grandi dans un système qu'il a appelé le système SAP. Ce système SAP est un acronyme qui veut dire sourd, aveugle, pernicieux, pervers et énergétivore. Et moi, j'appuie sur le énergétivore parce que ce système est vraiment un dévoreur d'énergie. En fait, je prends conscience maintenant combien, avant de découvrir la communication relationnelle, combien je me suis épuisée dans mes relations et en particulier dans ma relation de couple, à essayer à mon bout ici de faire changer l'autre à son bout ici. Je me suis bien épuisée, donc j'ai bien appuyé sur le E de énergétivore parce que c'est vraiment un système très, très coûteux en énergie. Alors, ce fameux système SAP, eh bien, nous avons été biberonnés, comme il aime à le dire, et j'aime bien reprendre cette expression, parce que depuis notre plus tendre enfance, nous sommes biberonnés à ce système SAP. Et il est fait de cinq piliers. Ce sont les injonctions. Alors, toutes les injonctions, je m'en suis noté plein dans mon aide-mémoire ici, ça va être tous les conseils. C'est tous les tu devrais, il faut que, les ordres, les définitions. Voilà, c'est tout ça, c'est les injonctions qui pèsent sur nous. Il y a les menaces. Alors, les menaces qui sont parfois directes. Par exemple, les menaces, alors j'ai mon petit aide-mémoire, hein, je vous le dis honnêtement, parce que j'ai pris plein d'exemples. Les menaces qui peuvent être directes ou indirectes, par exemple, tu vas voir, un jour je finirai par partir, voilà, des choses comme ça. Tout ce qui est dévalorisation et disqualification, et là, il y en a un paquet. Dans la relation de couple, ça peut être vraiment du style tu devrais aller chez le coiffeur, mais toi tu ne ranges jamais rien, mais qu'est-ce que tu es désordonné, mais c'est pas possible, tu ne fais jamais rien comme il faut, voilà, des choses comme ça. Les culpabilisations. Alors moi, je dois avouer que je fais mon mea culpa. J'ai été une championne des culpabilisations dans ma relation de couple en utilisant les tu me fatigues,
À cause de toi, j'ai mal à la tête, j'ai des tas de tensions dans le dos et j'en ai plein le dos et vraiment en le regardant bien droit dans les yeux. Donc les culpabilisations, voilà, j'ai découvert que je les utilisais énormément. Ça m'a été d'ailleurs extrêmement coûteux au départ de découvrir ça. J'ai été vraiment sidérée de voir à quel point j'étais une championne de la culpabilisation. Et d'ailleurs, c'est encore une très grande vigilance aujourd'hui, 15 ans après. Quand je suis un peu fatiguée, je m'aperçois que je l'utilise encore volontiers. Bon, c'est mon point de vigilance actuel. Et puis le chantage. Le chantage qui peut être, eh bien, si je vais au cinéma avec toi ce soir, est-ce que je pourrais faire ceci? Alors, parfois, c'est même pas sous la forme d'interrogation, ça peut être sous la forme d'une phrase hein, que j'ai parfois entendue. Alors moi, ça, honnêtement, je ne l'ai pas trop utilisé, mais je l'entends parfois. Ok, tu peux aller voir un match de foot avec tes copains, mais du coup, nous irons au cinéma tous les deux. Donc voilà, le chantage, comment il peut se présenter, et ça, je l'ai entendu souvent que ce soit à mon cabinet ou en formation, je l'ai beaucoup entendu. Donc voilà, ce système-là, il est très, très présent et il est constamment présent en fait. Dans n'importe quelle relation, que ce soit la relation parentale, qui est la première relation que l'on connaît, les injonctions, les menaces, les disqualifications et dévalorisations, les culpabilisations, le chantage, combien dans la relation parentale il circule ce système? Combien dans les relations à l'école, il circule? Combien dans la relation professionnelle, ça circule aussi? Donc, comprenez bien que c'est normal que dans le couple, il ait toute sa place. Et donc, c'est en partant de cette observation-là que, justement, Jacques Salomé l'a bien mis au jour et a bien décortiqué ce système pour nous permettre de nous observer chacun et de voir nos systèmes préférés. Est-ce qu'on est plutôt injonction et dévalorisation ou menace et culpabilisation? Donc, voyez, observez-vous, interrogez-vous. Et voilà, moi, je vous ai partagé que j'avais découvert avec effroi que j'étais une championne de la culpabilisation et que c'est toujours mon point de vigilance. Hein. Et d'ailleurs, soit dit en passant, je remarque que la culpabilisation que je pose dans la relation de couple, en général, c'est la même chose que j'utilise dans ma propre relation à moi-même. C'est-à-dire que j'aime aussi beaucoup me culpabiliser. Donc, vous voyez, quand on s'observe dans une relation à l'extérieur vers l'autre, il est fort probable que l'on utilise le même pilier du système SAP dans notre propre relation à nous-mêmes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Je reviens là aussi. C'est vrai qu'il y a un petit décalage. Oui, Sabrina, je vois Sabrina, ton observation. Un jour, on m'a dit, tu auras beau faire passer un message clair, si l'autre au bout ne veut pas recevoir le message, il ne passera pas. Eh bien oui, tout à fait. C'est-à-dire, nous sommes à 100% responsables de ce que l'on envoie, mais effectivement, on est à 0% responsable de ce que l'autre en fait. Et si l'autre refuse ce message-là, eh bien, on n'en est pas responsable. Ou si l'autre prend mal un message que l'on a envoyé, là aussi, on aura beau faire attention à comment on envoie le message, eh bien, il est possible que l'autre le prenne mal. Je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est assez parlant dans mes formations. J'utilise souvent cet exemple de quand je dis, par exemple, à mon mari ou à mon fils, oh, ça te va très bien, cette coupe de cheveux. Eh ben, il peut le prendre de façon tout à fait naturelle en répondant ah, merci, c'est gentil. Donc, il peut le prendre comme un message cadeau.
mais il peut aussi le prendre comme un message désagréable, suivant l'état dans lequel il est, hein. Il peut très bien le prendre en disant ah bon, pourquoi d'habitude je suis mal coiffée ou quoi? Ou bien carrément, il peut le prendre de façon suspicieuse, suivant le passé, la veille de ce qui s'est passé dans cette relation. Il peut tout à fait dire bah, pourquoi tu as quelque chose à me demander? Donc, vous voyez qu'un même message demandé avec le même, enfin, passé avec le même ton, eh bien, il peut ne pas être pris de la manière dont on voulait le faire passer au départ. Donc, effectivement, Sabrina, hein, on peut utiliser toute notre énergie à faire passer un message le plus clairement possible et le mieux possible, eh bien, à l'autre bout, voilà. Donc, c'est ma responsabilité à mon bout de relation de faire passer mon message le plus clairement possible et le mieux possible. Mais après, je ne sais pas ce qui se passe à l'autre bout de la relation. Élise, je vois que tu poses la question, la différence avec la CNV. Alors oui, c'est une question qui revient très souvent. La CNV et la communication relationnelle sont très proches. Et d'ailleurs, je crois que Rosenberg, Salomé a rencontré Rosenberg, l'inventeur de la CNV. Je crois d'ailleurs que Thomas d'Assembourg et Jacques Salomé se connaissent aussi très bien. Donc voilà, en fait, c'est sensiblement d'inspiration, de même inspiration. Euh, pour ma part, je me suis d'abord formée à la CNV et j'ai très rapidement découvert en suivant la communication relationnelle et j'ai préféré la communication relationnelle tout simplement par cet apport de la visualisation externe, c'est-à-dire montrer ce dont on parle, c'est-à-dire tout ce qui va passer à travers les messages. Ici, je ne vous montre qu'à travers un ruban, mais dans les formations, c'est très visuel. Et il y a un apport constant d'objets ou de personnes qui vont représenter les messages. Et ça, c'est un appui extrêmement important. Donc, moi, c'est la différence que je fais avec la CNV. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, hein. La différence va se situer aussi sur les besoins. La CNV s'appuie sur une multitude de besoins que la communication relationnelle en a compté beaucoup moins. Enfin, voilà, il y a des petites différences, mais c'est sensiblement pareil. Et si on est formé à la CNV ou à la communication relationnelle, de toute façon, on part du principe qu'on devrait être de bons communicants entre guillemets. Voilà. L'avantage de voir aussi la relation comme une entité vivante à part entière, et de voir donc ce fameux 1 plus 1 égale 3 qui est la relation de couple, ça va être d'observer aussi tout ce qui circule malgré nous. Hein, parce que quand on a un message à faire passer, on va vouloir faire passer un message le plus clair possible dans notre relation, on va se le fabriquer, le faire passer, voilà, de façon consciente. Mais il est évident que dans notre vie de tous les jours, eh bien, par exemple, tout ce qui est émotion va passer aussi de façon inconsciente, de façon involontaire dans la relation. Alors, ça, c'est très, très important à le visualiser et à le voir vraiment que les émotions, elles voyagent d'une relation à une autre. Je prends un exemple. Eh bien, par exemple, quand quelque chose s'est mal passé dans le travail, que, par exemple, soit avec un prestataire, soit dans une intervention, eh bien, je me sois pris une réflexion, où il y a eu de la colère, où il y a eu une quelconque émotion, eh bien, parfois, et même très souvent, je ramène cette émotion avec moi et il est fort probable que si je ne prends pas attention, si je ne mets pas mon point de vigilance à m'écouter et à vidanger d'abord avant de rentrer en relation avec mon conjoint, eh bien que je peux faire circuler cette émotion dans cette relation. Donc, je prends un exemple. Donc, si je me suis pris une réflexion en intervention par quelqu'un, je vais rentrer chez moi agacée. Et cet agacement, si je ne prends pas garde à la vidanger, eh bien, il va suffire d'une interrogation de mon mari tout à fait lambda, du style le repas est prêt ou comme ça. Eh bien, mon agacement d'il y a 2 heures, il va circuler dans cette relation de couple.
On a l'habitude de dire que les émotions voyagent très bien d'une relation à une autre. Et ça, vous devez le voir et le noter malgré vous au quotidien, hein, que ce soit dans la relation de couple ou d'ailleurs ou avec vos enfants. Donc j'imagine que ça vous parle. Donc pour illustrer ça, alors voyons, que faire dans ce cas? Alors j'y arrive. Voilà, que faire dans ce cas? J'y arrive. Donc là, ça va être notre point de vigilance, c'est déjà d'en être conscient, de voir. Alors moi, j'ai pris cette vignette ici aux ateliers Gordon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est aussi un mode de communication. Hein, vous voyez, dans la communication humaine, bien sûr, le plus connu, c'est la CNV. Arrive après la communication relationnelle méthode ESPER de Jacques Salomé. Mais il y a aussi les ateliers Gordon. Dans la relation parent-enfant, il y a les ateliers Faber et Maslich. Tout est, rien n'est mieux que l'autre. Hein. Ça va être à vous de choisir ce qui est le mieux suivant votre sensibilité. Voilà. Donc, vous voyez, la colère, on se la refile. Hein. Donc, le boss qui hurle et qui va faire voyager cette colère, voilà, jusqu'au chien qui se prend le dernier maillon en chaîne de la colère. Alors, que faire dans ce cas, Sabrina? Eh bien, c'est déjà d'avoir conscience que ce qui nous habite là, c'est tiens, je vais rentrer chez moi avec ce gloup-là que je n'ai pas pu avaler, cette colère ou cet agacement ou cette rancœur ou cette tristesse même parfois. Et ce point de vigilance va être de ne pas rentrer en relation tant que j'ai pas vidangé ça. Donc parfois, c'est de s'arrêter un moment avant de rentrer chez soi. Moi, j'utilise beaucoup ça avant de rentrer. Le sas de la voiture, des trajets en voiture me permet soit de crier parfois, soit de chanter à tue-tête. Des fois, au feu rouge, les gens me prennent pour une folle, mais je m'autorise à crier, à pleurer à chaudes larmes, à chanter à tue-tête pour vidanger avant de rentrer à nouveau en relation et d'offrir ma relation à mon mari ou à mes enfants. Enfin, maintenant à mon mari, puisque mes enfants sont partis de la maison, ou quasi. Voilà. Alors, les manifestations banales de ce fameux système SAP va être très important là aussi, parce que ça va être là-dessus que l'on va pouvoir agir, en fait, à notre bout de relation, dans notre relation de couple. Donc, ces manifestations banales du système SAP, c'est par exemple, je parle sur l'autre et je ne parle pas à l'autre. C'est par exemple, je vais parler sur mon mari à ma meilleure amie en disant que quand même il a exagéré, ceci, cela. Et donc, je vais parler à mon ami et je ne vais pas parler à mon conjoint. Alors que c'est à lui que je devrais revenir en lui disant, tu sais, là, moi, je me suis sentie super blessée quand il s'est passé ça l'autre jour, voilà. Et non pas parler sur lui à mon ami. Discourir sur et non parler de soi. C'est-à-dire, alors ça, c'est discourir sur, c'est par exemple prendre un sujet d'actualité, je ne sais pas moi, que quelque chose soit d'intime qui nous arrive, et parler sur le problème et non pas parler de soi face à ce problème, ou parler d'un sujet d'actualité. Tiens, en ce moment, le sujet sur les retraites, c'est pénible, Macron, nanana, plutôt que de parler de soi et de la difficulté que l'on a avec cette réforme, de mes inquiétudes, de mes peurs. Et là, on rentrerait dans un réel échange plutôt que de discourir sans arrêt sur la réforme. Donc là, je parle d'un sujet d'actualité, mais ça pourrait être de l'actualité de ce que je vis. Je vais parler de mon activité, sur la difficulté que j'ai à la développer ou à monter tel atelier ou telle formation, plutôt que de parler de ma peur de ne pas y arriver ou de mon incapacité à faire telle ou telle chose. Vous voyez? C'est rester sur le général plutôt que de parler de soi. Et donc, une autre manifestation banale du système SAP, ça va être de rester sans arrêt plutôt que de m'exprimer, je reste sur des impressions. Alors qu'on gagnerait tous à dire, à exprimer ce que l'on a à l'intérieur de nous.
plutôt que de rester sur de l'impression. Vous voyez, c'est voilà, toujours rester dans la généralisation, sans témoigner, sans concrétiser, sans m'impliquer, sans m'exprimer. Et du coup, utiliser toutes les fausses questions. Hein. Tu ne penses pas qu'il fait froid, plutôt que de dire clairement, est-ce que je peux monter le chauffage parce que là, j'ai clairement un peu froid. Voilà. Et moi, là, pourquoi j'ai mis cet exemple-là, c'est que cet exemple-là, je me suis rendu compte que je l'utilisais très souvent, que je ne prenais pas la responsabilité d'utiliser le jeu et que je passais sans arrêt par des fausses questions. Hein, c'était sans arrêt, plutôt que de dire je suis dérangée parce que j'entends à la radio, je suis en colère ou je suis triste ou voilà. J'étais sans arrêt à chercher la validation chez l'autre pour faire passer ce que je voulais dire. Tu ne penses pas que quand même la guerre en Ukraine, c'est préoccupant? Tu ne penses pas que l'inflation, c'est préoccupant? Plutôt que de dire, waouh, je suis démunie face à ça, j'ai des peurs, voilà. Rester sur ces fausses questions, c'est rester sur la généralisation, ne pas m'exprimer et ne pas parler de soi. Donc, toutes ces communications indirectes, donc penser à la place de l'autre aussi. Hein. Je ne vais pas dire ça parce que tu vas me répondre ça. Tu dois penser que je suis complètement folle si je te dis ça. Voilà, ça aussi, c'est hyper présent dans toutes les relations et spécifiquement dans la relation de couple. Et la dernière, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, parce qu'elle est très, 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 très présente, moins dans les relations amicales et beaucoup moins dans les relations professionnelles. Pardon. C'est tenter d'infléchir le comportement de l'autre. Ça veut dire que je vais être sans arrêt à vouloir prendre la relation et vouloir prendre une position haute dans cette relation. Je vais vouloir infléchir son comportement, je vais vouloir infléchir ses pensées. Hein, par ces « tu penses pas que », sous-entendu, je voudrais que tu penses comme moi, en fait. Je voudrais que tu fasses comme moi, je voudrais que tu fasses. Et ça fait vraiment partie du système SAP. Donc, si je vous marque tout ça, toutes ces manifestations, c'est que honnêtement, quand j'ai découvert ça, je suis passée par l'observation de oh, mon Dieu, mais oui, je fais vraiment ça. Mais oui, je parle vraiment sur mon mari à mes amis plutôt que de lui parler à lui. Mais oui, c'est vrai, je reste sans arrêt sur j'ai l'impression que plutôt que m'exprimer clairement. Mais c'est vrai, je pose sans arrêt des questions avec tu penses pas que. Mais oui, je tente sans arrêt d'infléchir son comportement. Et ça a été très perturbant pour moi dans un premier temps, de m'apercevoir que j'étais là-dedans. Et ensuite, une fois que je m'en suis aperçue, ça a été beaucoup plus facile de me dire, ah ben tiens, voilà, ben là, je parle sur lui, alors que j'aurais mieux fait de prendre rendez-vous avec lui et de lui parler à lui. Ça a été dans un deuxième temps, de me dire, ben voilà, là, clairement, je parle sur la dispute que l'on a eue hier ou avant-hier, alors que le mieux, ce serait de prendre rendez-vous avec lui et de lui parler de cette dispute et de comment je me suis sentie. Donc, ça a été vraiment de me dire, tiens, je fais ça. Ensuite, tiens, je fais ça. Et, ah, mais il est possible de faire autrement et de prendre rendez-vous à lui et de rentrer à nouveau en communication. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais je vous dis comment moi j'ai abordé les choses. Alors, c'est un process, hein, ça ne se fait pas en une semaine, un mois, même pas 2 mois. Moi, ça fait 15 ans que je suis rentrée dans la communication relationnelle et c'est toujours en to be continued. Je m'aperçois encore que quand je suis fatiguée, mes zones de vigilance sont toujours là. Mais par contre, je reviens en arrière et je suis capable de revenir et d'inviter mon mari justement à des séances où je lui dis, bah, tiens, on va prendre rendez-vous parce que là, j'ai eu une difficulté dans cette discussion avec toi et je voudrais débriefer, voilà comment je me suis sentie, et voilà. Alors, ça a été un point très important pour moi dans l'arrêt de mon ancien travail. Je ne supportais plus les émotions désagréables que dégageaient les usagers, je n'avais plus de barrière, de défense. Je prenais tout de façon tellement forte que sur la fin, je commençais à développer une peur d'appeler les usagers, oui.
Oui, ça, je comprends. Ouais. Et du coup, je pense que ça a été difficile pour toi de voir que ces émotions-là que tu ressentais, Solène, par rapport aux usagers, tu as dû l'amener à la maison aussi. Voilà, je comprends tout à fait. Élise, ça fonctionne aussi dans les actes, hein, tout à fait. Je t'ai jeté le paquet de céréales parce que tu grignotes, alors que c'est lui qui les a achetés. Ce n'est pas mon petit-déj habituel, je me suis sentie infantilisée, du coup, je n'ai pas trop compris. Oui, tout à fait. Merci de ton exemple, Élise, il est très parlant. Tout à fait, ça fonctionne aussi bien dans les émotions que dans les actes. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais passer à la suite. Du coup, une condition sine qua non de rentrer dans la relation, de rentrer en relation de couple, ça va être d'être délié de ses relations précédentes. Donc là, on arrive à vraiment la relation de couple. Quelles conditions pour y rentrer? Donc déjà, être vigilant sur le système SAP. Qu'est-ce que je mets à mon bout de relation? Et ensuite, être délié. Est-ce que je suis bien délié de mes relations précédentes? Donc mes relations précédentes, ben, ça peut être mes ex-conjoints, mes ex-petits amis, mais ça peut être aussi ma relation à mon père ou à ma mère. Est-ce que j'ai bien travaillé tout ça? Est-ce que j'ai bien nettoyé mes blessures? Hein, vous voyez cet homme-là qui dit à sa femme, j'ai besoin de cette chemise-là, maman, elle, trois petits points, sous-entendu, elle l'aurait repassée. Et lui, il pense, je l'avais épousée pourtant parce qu'elle ressemblait à ma mère. Et elle, très alignée avec la communication, oui, j'ai entendu ton besoin d'avoir une chemise nette. Ceci dit, je ne ressemble pas à ta mère et j'ai pas envie de la repasser maintenant. Donc voilà, ça va être ça, de se dire, est-ce que moi, à mon bout de relation, est-ce que j'ai fait ce travail-là de me délier de mes anciennes relations, qu'elles soient relations amoureuses, et ça, très souvent, hein. Moi, je dois avouer que dans les relations que je travaille dans mon cabinet, en général, quand quelqu'un vient me voir suite à une relation amoureuse et qu'il recommence une nouvelle relation, souvent, il reprend, il amène d'une ancienne relation et il met dans la nouvelle relation ce qu'il a vécu dans l'ancienne. Par exemple, ce qui arrive très souvent, c'est eh bien, j'ai peur qu'elle me trompe parce qu'en fait, en amont, j'ai toujours été trompée. Donc, est-ce que je suis bien déliée de mes relations précédentes pour mieux entrer dans ma relation actuelle? Parce que clairement, si j'emmène ça comme bagage, comme sac à dos, eh ben, je vais le déposer là et ça va circuler comme une peur que tu me trompes. Et forcément, ici, ça va mal se passer. C'est-à-dire que soit ben, je vais tout faire pour effectivement tromper mon nouveau conjoint, ou bien alors j'en aurai assez d'être fliquée ou d'avoir de la jalousie, voilà. Parce que ici, à ce bout-là, je ne me suis pas déliée de ma relation précédente. Mais ça peut être aussi, comme dans ce cas-là, la relation au père ou à la mère. Et là, c'est vraiment du travail sur soi. Donc l'idéal dans la relation de couple, ce serait de travailler aussi sur la relation à soi et à son passé, sur nos propres blessures et sur tout notre sac à dos que l'on trimballe avec nous, sans en avoir conscience, bien entendu. Est-ce que ça vous parle? Sabrina, je ne sais pas, tu dis que j'adore cet exemple, je ne sais pas de quel exemple tu parles, si c'est de l'exemple que je viens de donner ou l'exemple d'Élise. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Mais je pense que ça doit vous parler. Et ça, c'est vraiment une grosse condition, hein. Très souvent, quand des couples viennent me voir ou quand quelqu'un vient me voir quant à sa relation de couple, quasi dans 90% des cas, on finit par travailler la relation à soi de l'un ou des deux. Je ne travaille pas les deux en même temps, mais c'est très souvent que j'invite une des deux personnes à aller travailler sur sa propre blessure. Voilà, donc on arrive maintenant, une fois qu'on a vu toutes les vigilances, tous les points de vigilance à avoir, on arrive à être relié à la nouvelle relation. Ben, ça va être quoi? Ça va être proposer quoi
dans ma nouvelle relation? Eh bien, ça va être proposer une relation qui va être beaucoup plus créative, beaucoup plus ouverte. Hein, on va passer du 1, donc la relation infantilisante, vers la relation créative et vivante qui est en bas. Donc, on va passer de j'exige, je réclame. Alors parfois, c'est sous forme de demande, hein, mais sous-entendu, c'est des demandes tellement fortes que ce sont des exigences. Hein, d'exiger à proposer. On va passer d'imposer, je vais t'imposer un cadeau, je vais te donner quelque chose, à offrir. Hein, parce que par exemple, il est des cadeaux qui sont difficiles à accepter. J'ai plus l'exemple en tête, pourtant je me l'étais préparé et j'ai oublié de le noter. Mais je ne sais pas si vous voyez, parfois il y a des cadeaux qui sont des cadeaux empoisonnés, qui sont des trop gros cadeaux où on ne sait pas quoi en faire en fait. Et c'est quelque chose qui nous est imposé. Oui, tiens, voilà, l'exemple que je voulais vous donner, c'est par exemple sous quelque chose qui est magnifique, qui peut être, je t'offre un billet comme ça pour un week-end de Thalasso. Ça m'est imposé, la date m'est imposée et je me sens obligée d'accepter. Alors, et je ne peux pas dire non parce que ça part tellement, voilà, c'est gros. Mais du coup, c'est obligé. Je me sens obligée. Alors que si c'est offert, c'est, voilà, j'aimerais t'offrir un week-end en Thalasso. Est-ce que tu serais disponible telle date? Est-ce que tu aimes bien la Thalasso? Est-ce que tu aimes bien te promener en tongs et avec un bonnet de bain sur la tête tout le week-end? Voilà, parce je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, par exemple. Et je prends cet exemple-là parce que je l'ai déjà entendu. C'est mon mari m'a offert ce cadeau et moi, je ne sais pas quoi faire parce que je ne suis pas bien avec ce cadeau-là. Mais ça a été tellement imposé que je ne peux pas refuser. Donc, je ne suis pas libre. Ça va passer du prendre à accueillir. Vous voyez, le recevoir va être important. Hein. Comme là, les cadeaux, parfois, je ne peux pas recevoir parce que je n'ai pas appris. Donc, ça va passer à accueillir. Et le refuser, c'est pareil. Dans le couple, très souvent, moi, j'ai rejeté des choses, des propositions de mon mari, j'ai rejeté en bloc plutôt que d'avoir à m'affirmer. C'est-à-dire à m'affirmer, à oser reprendre le jeu. C'est pas possible pour moi, ça c'est trop compliqué. Et du coup, comme c'était tellement dur pour moi de m'affirmer au bout de ma relation, que je rejetais en bloc, mais de façon presque violente pour lui. Vous voyez, c'était difficile. Donc, ces 4 dynamiques-là, le demander, donner, recevoir et refuser, c'est des dynamiques très importantes qui doivent être normalement dans toute liberté d'être dans une relation. C'est-à-dire que si je suis dans une relation où je ne peux pas demander, où je ne peux pas donner, où je ne peux pas recevoir, où je ne peux pas refuser, où je ne suis pas libre de tout ça, je suis dans une relation qui peut me poser problème. Alors, du coup, comme ça coince un peu dans un de ces domaines-là, soit dans le recevoir, soit dans le refuser, je vais le faire de façon très infantilisante et maladroite. Et du coup, je vais être dans un rapport dominant-dominé, donc dans une relation de pouvoir ou dans une relation de dominé. Et donc, c'est tout l'enjeu de la relation, c'est de s'interroger sur est-ce que je suis libre dans cette relation-là de demander, de donner, de recevoir, de refuser, mais plutôt dans le proposer, l'offrir, l'accueillir et l'affirmer. Vous voyez, pour développer une relation créative et vivante. Parce que si je suis dans l'exiger, l'imposer, le prendre et l'opposer, je vais être dans une relation de pouvoir ou dans une relation infantilisante. J'ai conscience que c'est un peu compliqué, ces notions-là, mais c'est la base.
Parce que être relié en toute liberté et en toute créativité dans une belle relation de couple, ça passe par là. Dans ces 4 dynamiques-là, est-ce qu'elles sont présentes? Est-ce que je suis libre de tout ça dans ma relation de couple? Alors, j'attends vos réactions là-dessus. Alors, ça me parle la chemise, Sabrina. Et oui, c'est ça, j'ai inscrit ma mère en cure thermale, alors qu'elle n'était pas trop motivée. Je sais que c'est par peur, j'espère que ça lui fera du bien quand même. Oui, c'est exactement ça, cet exemple-là est très fort, Solène. Ben, ce qui serait intéressant, ça serait de... Non, c'est Sabrina, pardon. Ce serait de lui demander carrément, je t'ai offert ça, voilà, clairement, là, on est dans ce domaine-là. Je t'ai offert ça, c'était vraiment avec tout mon cœur. Est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que c'est compliqué pour toi? J'espère que ça te fera du bien. Voilà. Solène lui répond, oui, j'ai failli le faire pour mon frère. Et oui, j'ai appris dans mon cabinet, parce que cet exemple-là est ressorti plus d'une fois d'ailleurs, du week-end en Thalasso. Donc voilà, Élise dit se méfier des bonnes intentions, qui sont en fait un moyen d'enlever son pouvoir à l'autre. Alors pas forcément de l'enlever à l'autre, mais de se le donner à soi, ou au minimum de se donner bonne conscience. Voilà, tout à fait. Alors l'outil qui va être le plus important dans cette relation de couple, c'est mon outil fétiche et c'est l'outil que j'utilise très concrètement dans ma propre relation de couple régulièrement. Et je vais vous dire comment. Et puis, je l'utilise très régulièrement pour les personnes que j'accompagne aussi. Ça va être la carte d'identité relationnelle. Alors, cette carte d'identité relationnelle, là, je vous la présente en très peu de temps, bien entendu, puisque ce n'est pas un accompagnement, c'est vraiment un webinaire. Donc, je vous le présente comme ça. Vous serez libre de revenir vers moi si jamais vous avez envie d'autres précisions. C'est quelque chose auquel j'accompagne. Mais c'est très puissant. Donc, ça va être d'aller visiter, moi, quelles sont mes attentes? Alors attention, mes attentes vis-à-vis de la relation de couple. Et non pas mes attentes envers la personne qui est à l'autre bout de la relation, c'est-à-dire mon conjoint. Mes attentes envers la relation. Et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que j'attends d'une relation de couple? Qu'est-ce que j'attends de cette relation de couple-là en particulier? Ensuite, une fois que je me suis mise au clair là-dessus, qu'est-ce que je peux apporter, moi, à cette relation de couple? Et là encore, c'est vraiment la relation. Ce n'est pas qu'est-ce que je peux t'apporter à toi qui est au bout de la relation. Et ensuite, le plus important, ça va être quelles vont être mes zones d'intolérance. Mes zones d'intolérance, c'est-à-dire mes limites. Qu'est-ce que je ne peux pas tolérer dans une relation? Et puis mon conjoint, en face, je l'invite à faire de même dans son coin. Donc c'est quelque chose qui se fait pas tout de suite, c'est pas ah tiens, on va faire nos attentes, nos apports et nos zones d'intolérance, top chrono, 5 minutes. Non, non, c'est quelque chose qui se travaille parce que vous voyez que qu'est-ce que j'attends d'une relation de couple? Ça va, pour vous donner un ordre d'idée, quand je propose ça à mon conjoint, je lui dis tiens, on pourrait se donner un mois pour le faire et chacun le fait de son côté. On se donne un mois et ensuite, on va mettre en commun. Et on va voir si ça match. Si mes attentes de la relation, lui, est-ce que ses apports vont pouvoir combler mes attentes? Si mes apports vont pouvoir combler ses attentes. Si mes zones d'intolérance sont chahutées en ce moment, ou si carrément ça atteint la limite, parce qu'il y a les zones d'intolérance, c'est plus grand que la limite. La limite, c'est vraiment
la dernière limite, quoi. C'est-à-dire que si jamais ici ça atteint la limite, ben, je me verrai dans l'obligation de lâcher la relation. Et vice-versa. Oui. Et ça, c'est un outil très précieux. C'est quelque chose que j'ai utilisé vraiment dans mon couple par 4 fois à peu près. C'est quelque chose qui nourrit la discussion. Et donc, quand ça nourrit la discussion, forcément, ça nourrit la relation. Et ça fait grandir. Alors, je l'ai proposé 3-4 fois parce qu'il y a eu des moments où je sentais que la relation était en train de se changer, parce qu'une relation de couple n'est pas figée, elle change. Puisque moi-même, je change avec l'âge, clairement, quand je suis rentrée dans la communication relationnelle et dans toutes mes formations de développement personnel ensuite, je n'étais plus la même après qu'avant. Donc, j'ai évolué. Et donc, la relation que je proposais à mon mari, eh ben, elle était peut-être un peu différente. Et je proposais autre chose, une autre relation. Est-ce que c'était OK pour lui de l'apprendre? Et puis, il y a eu d'autres moments où ça a été lui qui a changé. Changé de travail, changé de posture. Du coup, ça l'a fait changer lui. Et ça a été à lui de me le proposer. Donc, vous voyez, une relation de couple n'est pas figée. Le couple que l'on était il y a 30 ans n'est pas le même que le couple que l'on a construit aujourd'hui. Donc, la relation a forcément changé. Et cette carte d'identité relationnelle permet de faire un focus, permet de faire un point, un stop technique et de se dire où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vous parle? C'est un outil effectivement très, très important qui devrait être fait par tous les couples qui démarrent. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, je n'ai pas vu de réaction, donc je vais continuer. Je rafraîchis. Non, j'ai pas vu de réaction sur ça. OK. Donc voilà, ça c'est l'outil le plus important et bien dans mon cas, ça nous a permis de sortir de situations conflictuelles, ça nous a permis de dépasser des crises de couple très importantes, hein. Il y a eu, sur 30 ans, de relations de couple, il y a eu, au moins, 2 grosses crises de couple, mais qui ont pu être dépassées et vraiment grâce à cet outil-là. Et je vous invite vraiment à être vigilante sur le temps que vous laissez à l'autre de se saisir de cet outil-là, parce qu'il peut ne pas prendre. Vous allez peut-être proposer ça à votre bout de relation, mais peut-être qu'ici, il ne voudra pas prendre. Donc, c'est à vous de reproposer, et voilà. Alors ensuite, voilà ce que j'avais préparé sur le fait d'être entrepreneuse. Alors dans mon cas, eh bien, être entrepreneuse, je ne l'ai pas été, pendant longtemps, pendant le plus longtemps de ma vie. En fait, j'ai été pendant 23 ans salariée et même fonctionnaire puisque j'étais prof avant et hem et donc être entrepreneuse, c'était pour moi, quelque chose d'inenvisageable et mon mari étant prof également, ça allait. Nous étions sur les mêmes valeurs, les mêmes horaires, les mêmes salaires, grosso modo, et les mêmes choix professionnels. Et bien, entrepreneuse, ça a tout balayé. J'ai quitté l'éducation nationale, je me suis retrouvée avec des horaires aléatoires, un salaire aléatoire aussi, et avec des choix à faire, alors que moi j'ai trouvé absolument génial. Je me suis trouvée face à une grande liberté de choix à faire, mais tout ça, les horaires, le salaire et la liberté de choix, ça a généré beaucoup d'incertitudes chez moi. Et du coup, je le fais circuler dans cette belle relation maintenant actuelle, ça a généré de l'incertitude aussi dans cette relation, qui a circulé ici et qui a pu déranger mon mari ici à son bout de relation.
Donc, il a été nécessaire, à un moment donné aussi, de me mettre ici, en accord, à mon bout de relation, en accord avec moi-même. Est-ce que cette incertitude collait avec mes valeurs anciennes? Est-ce que j'avais acquis de nouvelles valeurs? Des valeurs entrepreneuriales, je ne sais pas comment dire, oui, entrepreneuriales ou des valeurs d'entrepreneuse? Est-ce que ces salaires aléatoires, est-ce que cette incertitude et cette liberté de choix collaient avec ma nouvelle posture? Voilà. Qu'est-ce que je pouvais faire circuler ici? Et ici, à ce niveau-là de relation, la carte d'identité relationnelle a été extrêmement bénéfique et importante parce que ça a eu lieu il y a grosso modo 3 ans. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait ça, ce travail-là. Et je dois avouer que ça a été vraiment une grosse discussion qui dure encore, je dois vous avouer, parce que ça vient chercher ça, en fait. La posture d'entrepreneuse, elle vient chercher ça dans la relation, de l'incertitude dans la relation. Alors, si le conjoint est entrepreneur, c'est peut-être plus simple. S'il ne l'est pas, et je vous donne mon exemple, c'était pas simple, il a fallu venir retravailler ça dans la relation de couple. Je ne sais pas si ça vous parle. J'attends un peu pour voir si ça vous parle. Élise dit: «C'est un outil qu'on peut utiliser pour chaque grand changement de vie, aménager ensemble, déménager, arrivée d'un bébé ou d'un animal». Totalement, 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 et je vous partageais que dans mon cas, ça a été le passage à la vie d'entrepreneuse, parce qu'effectivement, c'est venu changer complètement la posture, ma posture à moi de travailleuse, donc ma posture d'épouse. Étant donné que les horaires n'étaient pas les mêmes, que les salaires n'étaient pas les mêmes, que les choix que j'avais à faire pour ma carrière n'étaient pas les mêmes, toute cette incertitude-là, j'ai pu la mettre dans la relation et dire, bon, voyons, voilà ce que j'attends de la relation de couple à ce moment précis de ma vie. Est-ce que c'est OK pour toi? Voilà. Et puis, c'est venu chahuter les valeurs aussi, hein. Donc, vous voyez que le fait d'être entrepreneur vient chahuter notre propre relation à soi et notre propre relation de couple. Mais également que notre relation de couple vient chahuter notre posture d'entrepreneur et notre relation à nous-mêmes. Tout va vraiment chahuter, enfin, tout est imbriqué en fait. Solène dit: «Moi, c'était l'inverse. Je venais avec mes émotions malmenées de mon salariat et mon chéri, à son compte, se disait qu'il fallait que je quitte mon travail, mais ne m'y a jamais poussé car il savait que ça ne serait pas simple non plus». Ouais. Mais voilà, donc en fait, c'est vraiment chacun à son bout de relation et chaque relation est unique, hein. Donc c'est vraiment à vous de voir que tout est lié, c'est-à-dire que votre posture, soit de salarié, soit d'entrepreneur, va influer votre relation de couple et que même votre relation de couple va avoir un impact sur votre posture d'entrepreneuse. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important et c'est pour ça qu'on a décidé avec Céline de faire ce titre-là, parce que dans mon cas, pour moi, le salariat était toute ma première vie, mais j'ai bien mesuré à quel point le fait d'avoir une relation de couple solide, pas forcément, alors solide ne veut pas faire forcément apaiser, licorne, petit bisounours et cœur, cœur, cœur partout. Non, solide veut dire que voilà, on est conscient des choses, on est conscient de la valeur de l'autre et qu'est-ce que je peux faire au niveau de mes attentes, mes apports et de mes zones d'intolérance. Donc, avoir une relation de couple solide influe vraiment sur ma posture d'entrepreneuse et vice-versa. C'est-à-dire que quand j'ai traversé un moment d'incertitude dans ma relation de couple, j'étais tellement pas bien que je ne pouvais pas mettre mon énergie dans l'entreprise. Et vice-versa, je me suis trouvée à un moment donné, au tout début,
chahuté dans ma posture d'entrepreneuse que je ne connaissais pas. C'était quoi la posture d'entrepreneuse qui, moi, j'étais dans une classe tranquille, voilà, avec des ordres qui venaient d'en haut et que j'appliquais ou pas. Mais c'était relativement confortable. Et ben là, j'ai découvert qu'il allait falloir que je négocie avec ma visibilité, avec cette posture de chef d'entreprise. Et ben, j'ai découvert que ça influait beaucoup sur la relation de couple. Donc, tout est vraiment très impliqué. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça vous paraît logique, ce que je dis? Est-ce que ça vous apporte des choses? Je ne sais pas. Voilà. Donc, en fait, voilà, pour terminer, j'ai trouvé cette image très jolie. Donc, c'est Jacques Salomé qui a fait dessiner ça. C'est pas lui qui a dessiné, hein. Mais il est tiré de son livre Pour ne plus vivre sur la planète Terre. Lui, il prend souvent l'exemple d'une note, en fait. Donc, une note ici et une note ici, à chaque bout de relation. Et que chacun joue une note. On n'a pas la même note, mais que la relation est comme le concerto, en fait, que l'on va faire avec ces deux notes. Et que le concerto conjugal, ça fait des notes qui se mettent sur le même registre, qui jouent avec le même diapason, qui jouent avec harmonie. Voilà. Et que si à un moment donné, il y a une note qui commence à dissonner, non pas que c'est une mauvaise note ou une fausse note, mais ça serait une fausse note pour ce concerto conjugal, il y a besoin de faire une carte d'identité relationnelle et de voir si les attentes et les apports correspondent, si les zones d'intolérance sont atteintes, et auquel cas, peut-être que la solution va être de lâcher la relation ou d'en proposer une autre. Voilà, tout est ouvert en fait. Il n'y a rien qui est écrit. Hein, la communication relationnelle, elle permet de se mettre au clair avec soi et de se mettre au clair avec l'autre pour prendre la meilleure décision qui soit. Pour ne pas perdre trop d'énergie à essayer de sauver absolument coûte que coûte une relation alors que je me perds, alors que je suis plus fidèle à moi-même et à mes propres valeurs. Donc voyons si c'est sauvable, voyons si on a encore les mêmes valeurs, auquel cas il est possible de changer de relation. Voilà, je ne sais pas si c'est OK pour vous. Moi, voilà sur quoi je voulais terminer. Je voulais terminer sur ce dessin de concerto conjugal qu'il est possible de faire. Si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir. Et sinon, je crois que moi, de mon côté, j'ai terminé. N'hésitez pas à revenir vers moi. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Et de vous dire, voilà, hein, que c'est vraiment une question d'énergie. Si je passe beaucoup d'énergie à essayer de sauver une relation ou à essayer de gérer une crise de couple, je ne vais pas pouvoir mettre de l'énergie dans ma posture d'entrepreneuse et mon entreprise risque d'en souffrir. Et vice-versa. Donc, j'attends encore une petite minute, voir s'il y a des questions. Et puis sinon, je vous dirai, je vais vous souhaiter le meilleur pour vos relations de couple et votre posture d'entrepreneuse. Voilà. Bon, merci beaucoup à Solène et à Sabrina et à Élise. Et puis aux autres en replay, n'hésitez pas, même celles qui sont en replay, si ça vous a plu ou s'il y a des zones qui vous semblent un peu opaques, n'hésitez pas à revenir vers moi, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi